ministre-chef du gouvernement. Et donc nous tous, nous sommes pour le moment en attente de la réaction du président de la République à ce qui a été dit, ce qui nous permettra de décider de ce que cette initiative devra devenir, qui sera aussi éclairée à la lumière des éléments qu'ont apporté tous les participants. Ce soir, nous voulons faire un retour dans ce que nous pouvons considérer comme acquis de cette mesure exceptionnelle, qui, je le rappelle, a été la première mesure que j'ai annoncée comme porte-parole du gouvernement, il y a à peu près 2 ans et 3 mois. Et cette mesure visait, à travers l'ordonnance qui est venue spécifier, visait principalement le retour de la sécurité dans cette partie du pays, principalement dans les provinces du Nord Kivu et dans les provinces de l'Ituri. Il y a évidemment la crise du M23 qui a fortement perturbé les efforts qui étaient en cours dans le Nord Kivu, mais au niveau de l'Ituri, on a noté beaucoup de progrès. Et je me souviens d'ailleurs que nous avions organisé en son temps un voyage de presse avec les différents médias qui ont pu constater notamment la réouverture de plusieurs axes routiers et les commerces qui avaient repris pour beaucoup de parties de nos populations. Et donc ce soir, avec le général Ekenge, le porte-parole de l'armée, nous allons, d'abord mon général, vous avez une nouvelle tenue. Ce n'est pas celle que vous aviez la dernière fois. Oui, c'est la nouvelle tenue des forces armées, du moins pour les unités en garnison, puisque les unités en opération, ceux qui viennent de Goma, de Beni, ils ont vu ça, qui va continuer vers l'Ituri. Et dans les prochains jours, il y aura une tenue. Cette tenue va rester pour la force terrestre, et il y aura une tenue pour la force aérienne, une autre pour la force navale. Voilà, et donc nous sommes, vous le savez, dans un programme de montée en puissance de forces armées de la République démocratique du Congo. Le président de la République l'a dit et redit, avec la loi de programmation militaire, nous avons placé les fondations de la reconstruction de notre armée dans tout son appareil. Et donc, mon général, peut-être un premier commentaire sur le contexte général de la sécurité dans ces deux provinces, avant que vous puissiez nous dire les acquis. Je rappelle que vous-même, vous avez été porte-parole du gouvernement provincial du Nord, votre élévation vous équipe. Peut-être que cela peut nous permettre de noter un certain nombre de choses qui peuvent être considérées comme des acquis. Évidemment, nous pourrons continuer par la liste une délégation pour participer au table ronde. Ils ont la possibilité de poser la question. Mon général, vous avez la parole. Tout à fait, Excellence. L'état de siège a été proclamé par le président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées, dans 2 contextes différents. Chaque province avait ses contextes. Et pour parler de l'Ituri, la dégradation de la situation sécuritaire a commencé à partir de décembre 2017 avec les tueries des populations civiles, en majorité Rema, dans le territoire du Djougou, provoquant ainsi le déplacement massif des populations dans les environs de Bunia. Il y a eu également l'émergence du groupe Codeco qui était à la base de ces atrocités, et cette émergence a donné naissance à d'autres milices locales comme les FPIC Tinyaklima, comme FPIC Tinyaklima évoluait beaucoup plus vers le nord de Bunia, Mwanga, dans les environs de Mwanga, et aussi au sud de Bunia, dans les environs de Marabo. En 2020, il y a eu création dans les territoires de Djougou du noyau du groupe armé G5 Zaïre, constitué des membres des communautés victimes des attaques et des atrocités de la Codeco. Et à l'origine de toute cette situation se trouvent les conflits fonciers mal gérés. Et outre l'émergence de ces milices, les ADF MTM, fuyant la pression militaire dans les territoires de Beni, ont migré vers le sud du territoire d'Irumu en Ituri et aussi vers le territoire de Mambasa. Ça, c'est le contexte général
de l'Ituri, au Nord Kivu. Le contexte était presque pareil, mais il y a eu deux menaces importantes, je dirais même trois. La première menace, c'est la menace ADF, MTM et des groupes armés supplétifs aux ADF, comme le Mai Mai Kiandenga et autres, qui terrorisaient la population, qui commettaient des exactions, des tueries dans le territoire de Béni et environ. Il y a aussi d'autres groupes armés dans la partie sud du Nord Kivu, ce qu'on a l'habitude d'appeler le Petit Nord, dans tous les territoires de Rutshuru, de Masisi, de Nyiragongo, de Walikale, et même dans le territoire du Lubero, il y a des groupes armés locaux qui écumaient ces territoires-là. Et il y a une autre menace, c'était la menace FDLR. Et avec l'état des sièges, toutes ces menaces ont été circonscrites. Ceux qui ont été avec nous depuis très longtemps ont vu comment l'armée a travaillé. Et nous, en termes d'acquis, on a d'abord circonscrit ces menaces, que ce soit en Ituri qu'au Nord Kivu. Il y a des opérations qui ont été menées. Il y a eu beaucoup de rendus de la part des groupes armés locaux. Au Nord Kivu, il y a des groupes armés qui sont cantonnés, où il y a eu plusieurs milliers, en tout cas plus de 2000 membres des groupes armés qui se sont rendus. Il y en a qui étaient cantonnés à Rumangabo, d'autres à Mobambiro. Et il y a le groupe des Mayani qui était toujours à Kalunguta, à mi-chemin entre Béni et Butembo, à 25 km au sud de Béni et au nord de Butembo. Et tout cela a permis à ce que nous puissions réouvrir certaines routes des opérations militaires. Et la pression a été telle qu'on a neutralisé un grand nombre, surtout d'ADF et de membres des groupes armés. Les collaborateurs des ADF, beaucoup ont été arrêtés. Nous avons anéanti quasiment les réseaux de ravitaillement, de recrutement, les réseaux des collaborateurs dans la ville de Butembo et un peu partout. Et il y a beaucoup d'ADF qui ont été neutralisés. Et les ADF, comme vous le savez, sont de plusieurs nationalités. Il y a les Omanais qui ont été neutralisés, les Kenyans, les Rwandais, les Ougandais qui étaient majoritaires, les Tanzaniens. Il y a aussi des Burundais même et des Somaliens qui ont été neutralisés. Même un Jordanien qui a été arrêté, un Égyptien aussi, de Centrafricains qui ont été neutralisés. Il y en a qui ont été arrêtés, qui sont ici. Et il y en a qui ont été neutralisés. Vous comprenez, le terme neutralisé, c'est un terme en vogue, pour ne pas dire tué. Et malheureusement, cette situation a été perturbée par l'agression rwandaise, qui a permis d'occuper des pans de notre territoire, du territoire de Rutshuru, de Nyiragongo et de Masisi, et l'armée a été obligée de faire des ponctions, de faire des prélèvements au niveau de l'Ituri, au niveau de Béni et au niveau d'autres provinces, au point qu'il y a eu des zones lacunaires qui sont restées, et malgré ça, l'armée a fait son travail, et il y a des axes routiers qui ont été ouverts, il y a des routes qui ont été réhabilitées, il y a les activités agricoles qui ont repris un peu partout, et surtout dans les territoires de Béni. Mayangos a retrouvé son statut de grenier de Béni aujourd'hui, et il y a eu une réduction drastique des menaces un peu partout, mais malheureusement, l'agression rwandaise est venue remettre en cause tout ce travail réalisé.
Voilà, merci pour vos mots introductifs. Je rappelle ici que même si ce n'était pas la mission principale des autorités militaires, mais je dois rappeler qu'au niveau du gouvernement, on a noté l'amélioration des revenus, des recettes de ces différentes provinces durant cette période, et peut-être moins de conflits politiques et tout ça. Bon, voilà des points sur lesquels nous allons revenir dans l'échange que nous allons ouvrir avec les journalistes pour nous permettre de donner un certain nombre de détails. Nous reviendrons encore sur ces sujets parce qu'en attendant que le président de la République puisse donner la ligne que nous suivrons, nous pensons qu'il est important, comme nous faisons habituellement, maintenant qu'on a moins de pression sur l'organisation des Jeux de la francophonie, de se focaliser sur ces sujets importants. On va commencer cette série avec Pichu Mulumba. Merci, Monsieur le ministre, pour la parole. J'ai juste deux petites préoccupations. La première au porte-parole militaire de l'armée. Avec l'état des sièges, l'on note que des menaces ont été circonscrites, vous l'aviez dit, des ennemis neutralisés, de reddition. Mais qu'est-ce qui sera fait au niveau de l'armée pour que ces acquis soient préservés, quelle que soit l'option qui sera levée sur cette question? Une dernière préoccupation au ministre. D'après le secrétariat d'État américain, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, il y a une tension à la frontière entre la RDC et le Rwanda et qu'il faut une désescalade. Quel commentaire faites-vous de cette réaction? Bon, écoutez, je suis un peu surpris par cette déclaration des autorités américaines, simplement parce que les généraux les dira mieux que moi. Lorsque vous parlez de la frontière entre la RDC et le Rwanda, mais la frontière, elle est tenue par qui actuellement? Ce n'est pas la force régionale. Et donc, de quelle tension on parle? De quelle tension on parle dans ces contextes, premièrement? Deuxièmement, je ne pense pas qu'il y a matière à désescalade ici. Parce que ça fait plus ou moins plus d'une année que nous avons commencé un processus de discussion avec toutes les parties prenantes pour aboutir à ce qu'on a vu en novembre de l'année dernière qu'on appelle l'accord de Luanda, qui fixe le cadre qui permet le retour de la paix. Aujourd'hui, les généraux, et là, il pourra le confirmer, on observe plus ou moins, en tout cas, un respect des cessez-les-feux entre nos forces, les forces armées de la République démocratique du Congo et les autres, le Rwanda, de la coalition Rwanda-RDF, d'une part. Deuxièmement, on a fait beaucoup de discussions, notamment avec la force régionale, sur le programme de pré-cantonnement. Aujourd'hui, ça fait 5 mois, 5 semaines plus tôt, que tous les matériels a été apprêtés parce que le gouvernement s'était engagé à faire sa part pour aménager les sites de Rumangabo qui a été choisi pour les pré-cantonnements. Ça fait 5 semaines que ces matériels est bloqué à Goma parce que la coalition Rwanda M23 RDF ne veut pas souscrire à un schéma qui était communément convenu. Alors, lorsqu'on veut parler des escalades, de quoi on parle? Parce qu'il y a un schéma qui fixe les rôles de tout un chacun. Je pense qu'on va encore, il y a un besoin de communiquer davantage avec les Américains à ce sujet parce qu'ils font le relais de la propagande rwandaise. Parce qu'ils sont dans une stratégie pour dire que la République démocratique du Congo se prépare à attaquer les Rwandais. Nous, vous connaissez la tradition qui est la nôtre et la ligne du président de la République. Nous voulons restaurer l'intégrité de notre territoire. Et c'est pour ça que nous avons souscrit à différents processus diplomatiques. Il y a des rapports qui sont sortis des Nations Unies, il y a des rapports des Human Rights Watch qui montrent des exactions qui sont commises par le Rwanda. Aujourd'hui, il faut donc aller du côté rwandais pour leur demander d'assumer le rôle qui est le leur dans le cadre du plan de sortie des crises qui a été convenu. On a parlé des cessez-les-feux, on a parlé des retraits, on a parlé des cantonnements, on a parlé des démobilisations. En dehors de ça, il n'y a pas d'autre schéma. Mais parallèlement à cela, on a commencé sur une note anecdotique avec les généraux ici. Nous, comme République démocratique du Congo, nous travaillons pour assurer la montée en puissance de nos forces armées. Parce que ce n'est ni, et l'expérience nous le démontre, notamment avec
la présence de la MONUSCO ou la présence de la force régionale. Nous pourrons véritablement compter que sur nous-mêmes. Et c'est ce sur quoi nous sommes en train de travailler. Les moments venus, si les différents processus dans lesquels nous sommes engagés ne donnent pas les résultats escomptés, on pourra en tirer les conséquences les moments venus, parce que nous ne pouvons pas, de manière indéfinie, laisser nos populations être massacrées par des gens qui sont sans foi ni loi, et devant qui la communauté internationale ne se prononce pas véritablement ou n'utilise pas des moyens qui sont à sa disposition pour amener la paix dans cette partie du pays. Et donc il est important et que nous, quoi qu'il advienne, les M23 est une force négative, et la mission qui avait été conférée initialement à la force régionale, c'était la mission des résolutions contre toute cette coalition, FDLR, M23, toutes ces forces négatives, dans l'hypothèse où ils ne souscrivent pas au processus politique. Et ici, il y a la preuve que nous venons de vous dire, par exemple, sur le blocage du matériel qui doit aller à Rumangabo, la MONUSCO est témoin. Nous pensons qu'il y a besoin pour la communauté internationale qui s'est portée garant pour accompagner ce qui avait été convenu, de faire plus de pression de l'autre côté. Nous préparons les élections et nous espérons pouvoir le tenir dans les délais, versé dans une propagande qui en réalité vise à ramener l'insécurité dans la partie est du pays et perturber notre processus électoral. Ils trouveront le peuple congolais devant. Mon général, sûrement un complément sur cette question avant de répondre à la question qui vous avait été destinée. Excellence, ça c'est un prétexte. Les Américains sont en train de repercuter la propagande rwandaise qui constitue un prétexte pour justifier l'agression. Et l'FDLR ne constitue plus une force de guerre. L'FDLR des 80, ils ont l'âge du président Kagame, et donc ils ne constituent pas une menace sérieuse pour le Rwanda. Et le Rwanda est en train de les utiliser pour justifier l'agression dans notre pays. Et nous avons une politique de défense, nous avons une stratégie que nous utilisons chez nous, une doctrine de l'arrière aux groupes armés ou aux forces qui doivent déstabiliser les voisins. Et on ne le fera jamais parce que ce n'est pas notre doctrine. Par contre, ce sont les voisins qui ont l'habitude de le faire et de venir nous agresser. Comment sauvegarder les acquis de l'état des sièges? Eh bien, Excellence, Monsieur le ministre vous l'a dit, la meilleure façon de sauvegarder ces acquis, c'est d'assurer la montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo. Et en cette matière, rassurez-vous, la République démocratique du Congo a mis tous les moyens. Le président de la République, chef de l'État, commandant suprême de notre armée, et le gouvernement de la République ont mis tous les moyens pour que les FARDC montent en puissance. Et nous nous préparons pour que cette montée en puissance soit effective, et je ne vous en dirai pas plus. Voilà, on va prendre la question de Marlon Kacham. Bonsoir Excellence, bonsoir Monsieur le Général. Bonsoir. C'est une question d'actualité posée au ministre de la Communication et Médias. Alors des éléments des FDLR serrés, je dis bien serrés, intégrés au sein de la garde républicaine à Kinshasa, mais également à Lubumbashi. Vous êtes ministre de la Communication et Médias. Quels commentaires faites-vous par rapport à cela? C'est une déclaration faite par Corneille Nangaa, ancien président de la CENI. Bon, écoutez, c'est une déclaration qui me fait rire. Je pense qu'il y a moyen pour lui, et je le lui dirai aussi, de se reconvertir en politique. Mais pour se reconvertir en politique,
il faut savoir s'informer. Et savoir s'informer à un tel niveau de responsabilité, c'est un exercice minimum. Pour ne pas justement faire le relais des propos qui sont d'une extrême gravité et pour lequel il peut même être appelé à répondre devant la justice. Parce que vous savez, et ce n'est pas la première fois que je veux le dire ici, le président de la République a déjà plusieurs fois tenu de réunions d'état-major à certaines, j'ai été associé, où il a dit de manière claire et ferme que aucun officier de forces armées de la République démocratique du Congo ne peut collaborer avec une quelconque force négative. Ici, c'est un ensemble, donc tout ce que vous pouvez avoir comme assemblage de groupes Maï-Maï, etc., et surtout pas avec les FDLR qui sont des forces génocidaires qui, je dois le rappeler, tuent d'abord les Congolais. Alors, comment vous pouvez penser que l'on intègre dans l'unité d'élite qui s'assure de la sécurité du président de la République de forces comme celle-là? Et comment, intellectuellement, vous pouvez soutenir une telle initiative? Si ce n'est, et c'est compréhensible par rapport au contexte électoral, vouloir verser dans la diabolisation et dans la basse politique. J'espère qu'ils pourront, comme je l'ai dit souvent, quitter la périphérie et venir sur des vrais sujets. Je voudrais me faire compléter sur cette question par le général qui peut nous dire un peu plus, parce que lorsqu'on parle de la collaboration de forces armées de la République démocratique du Congo avec des forces négatives, on en parle et pour certains, et c'est l'argument du Rwanda, pour dire écoutez, parce qu'il y a des FDLR, nous avons une force terroriste des M23 qui tue, qui massacre, qui viole de manière décrite par les rapports, que ce soit de Human Rights Watch ou des experts des Nations Unies. Mon général. Oui, Excellence, je suis tenté de dire que beaucoup de Congolais, pas beaucoup, mais certains Congolais, par leurs propos, par leurs actes, par leurs agissements, démontrent leur soutien à l'agression rwandaise. Et des gens pareils, si on les intéresse, ils vont crier que ce sont des acharnements contre des politiciens. Vous croyez que manque de jeunes qui peuvent venir dans l'armée? Vous avez vu combien ils sont venus lorsque le président de la République a lancé la mobilisation générale. Nous avons donc plus ou moins 40 000 dans les centres d'instruction. On a refoulé les autres. Alors pourquoi aller s'acharner? Pourquoi prendre les FDLR pour les mettre dans une unité d'élite comme la garde républicaine? Pour qu'ils fassent quoi? Pour moi, c'est honteux de voir un homme de cette carrure prononcer des propos pareils. Moi, je ne suis pas politique, je suis militaire, mais je regrette tout simplement. Voilà, on va prendre la question de Touvé Oundi, qui est toujours à la chasse des questions liées sur l'état de siège. Carib ou Kinshasa. Merci, Excellence. J'ai 2 ou 3 petites préoccupations. La première préoccupation est autour de la table ronde qui s'est clôturée aujourd'hui. On a senti une soif non achevée des participants. Après le discours du Premier ministre, il y a ceux qui ont crié l'éveil, il y a ceux qui ont crié maintien. À quand la communication du chef de l'État sur la question? La deuxième préoccupation, c'est finalement, avez-vous été interdit au journal officiel de publier la loi portant sur la réserve armée de défense qui a été votée au Parlement au mois de mai, le 20, et le 4, le 20 avril et le 4 mai au Sénat, parce que cela pose encore un problème d'encadrement de tous ces jeunes qui, lors du discours du 3 novembre 2022, se sont mobilisés pour barrer la route à cet envahissement. Aujourd'hui, on fait face à plusieurs groupes dits Wazalendo dans la ville de Goma, à côté de Goma, dans les périphéries. Est-ce que cette loi-là souffre d'une certaine relecture
afin que finalement l'encadrement de ces jeunes s'efface. Et aussi pour le général, il y a un bon spot que nous diffusons depuis un certain temps sur nos chaînes. La méthode a changé. J'espère que vous connaissez ce spot qui montre que les FARDC ne seront plus à la défensive, mais passeront à l'offensive. Et à quand l'offensive? Parce que la Rutshuru est en train de se faire, soit c'est les M23 qui invitent les parents à amener les enfants à l'école, soit la société civile dit on n'y va pas. Alors à quand cette offensive pour libérer la route de Rutshuru? D'ailleurs, pour peut-être une certaine précision, le gouverneur Constant Ndima avait signé un communiqué demandant aux services de la DGM, de l'OCC et de l'OFIDA, ou de la DGDA plutôt, de s'apprêter à retourner à Bunagana sous escorte de EAC. Alors, où sommes-nous? Voilà, vous posez plusieurs questions intéressantes en même temps. Donc, ce qui s'est passé cet avant-midi au Palais du Peuple, j'y étais. C'est aussi un bel exemple de démocratie où j'ai vu des part et d'autre de papier blanc, maintien, levé, maintien, levé. Nous pensons que c'est bon, les opinions se sont exprimées, mais il faut considérer que ces sujets sur la levée de l'état de siège, on a commencé à l'aborder depuis les débuts de l'année, parce que je me souviens que quand le président a reçu les différents caucus des sénateurs et des députés de 2 provinces, nous y étions, c'est là que l'idée de faire la table ronde avait germé. Avant qu'on arrive à la tenue effective de la table ronde, il y a eu des travaux préparatoires. Ça veut dire qu'on a eu déjà 3 à 4 occasions où on a commencé à discuter du sujet. Et au regard même de l'importance du sujet, ce n'est pas évident que les débats peuvent se terminer. Et donc aujourd'hui, mais malheureusement, il y avait la contrainte du calendrier qui faisait que l'essentiel de travaux, l'essentiel de points ont été coulés en termes de recommandations. Bon, le président de la République qui se trouve ce soir à Luanda pour le passage du bâton de commandement de la SADC pourra, en son temps, tirer les conséquences de propositions qui lui ont été faites. Ici, il faut savoir qu'il y a l'impératif de la sécurité demeure. Dans un contexte où vous avez des voisins qui sont belliqueux, qui en réalité préparent la guerre ou préparent à maintenir cette partie du pays dans une situation d'insécurité, et nous devons donc rester vigilants. Nous avons des impératifs, notamment ceux portant sur l'organisation des élections, etc. Et nous avons, évidemment, nous sommes attentifs sur tout ce qui a été dit. Donc il faut arriver à prendre des mesures qui permettent de contenir tout cela et d'encadrer le processus qui suivra. Et pour ça, nous pouvons tous faire confiance au président de la République qui réagira, évidemment, dans son temps. Sur la deuxième question, d'ailleurs, aujourd'hui, je devais voir les directeurs du journal officiel parce que même la loi sur la presse n'a pas encore été promulguée. Et donc, il ne faut pas considérer que si cette loi sur la réserve n'a pas encore été promulguée, il y a des pesanteurs. Ici, j'ai l'impression que beaucoup de gens n'ont pas compris la philosophie de cette réserve. C'est une réserve, on dit réserve, on ne dit pas armée. Et pour aller dans la réserve, il faut lire la loi. Il y a des conditions. Ce ne sera pas un dépotoir. Ce ne sera pas n'importe quel quidam qui a touché une arme un jour, qui va venir parce qu'on a parlé de réserve. Je me jette dedans. Non. Il y a un processus de vetting qui va supposer qu'on sache, vous venez d'où, quel âge avez-vous, qu'est-ce que vous avez fait, quelles sont les informations qu'il y a pour vous. Et donc cette réserve-là n'a pas été conçue ou faite pour être un assemblage de tous ceux qui touchent aux armes et qui pensent. Non, il faut tout de suite tuer cette campagne, nous savons d'où elle est venue, pour essayer de salir cette initiative. Vous pouvez faire partie de la réserve, M. Touvé. Pourquoi pas moi-même faire partie de la réserve? En cas de besoin, l'armée peut requérir mes services si je peux le rendre. Pourquoi pas? Il ne faut pas considérer qu'il y a une quelconque pesanteur. Dès lors que la loi a déjà été adoptée ou promulguée au Sénat, il y a sûrement des questions administratives. Mais ici, je reviens sur la nécessité de comprendre la philosophie de cette loi qui vise à avoir des personnels en plus pour venir en appui à notre armée. Vous connaissez l'étendue du pays, vous connaissez les enjeux, on a besoin d'avoir du personnel. Voilà, peut-être que
le général pourra compléter. Sur votre question par rapport à la rentrée scolaire, il est prévu un briefing avec le ministre de l'EPST et nous avons prévu de revenir sur cette question-là parce qu'il est hors des questions que les forces terroristes qui occupent indûment nos territoires pensent pouvoir convoquer nos enfants à l'école. Merci. La question sur la loi de la réserve armée, vous l'avez si bien abordée. Je répète ce que le ministre a dit. Ce n'est pas tout le monde qui peut venir et puis entrer pour servir des réserves. Il y a des conditions et il faut remplir ces conditions-là. Et les premiers à remplir les conditions, ce sont les gens, les retraités, qui sont partout dans le monde. Les retraités, en France, on parle de 2S, donc quelqu'un qui est à la retraite. La réserve de l'armée. Vous voyez ce qui se passe en Israël. Quand il y a la guerre, on rappelle tout le monde. Les retraités, ceux qui ont fait les services minimums de l'armée, comme les gens qui font les services obligatoires. Il y a quelque chose qui a été prévu ici chez nous pour les gens, pour les universitaires, qui vont passer un service minimum pour connaître le b.a.-ba de l'armée. Ces gens-là, on peut les récupérer et aussi, la loi va définir ça. Mais il y aura également des textes les conditions d'adhésion à cette réserve de l'armée. Il y a quelque chose que j'ai oublié de dire lorsqu'on a parlé du tweet du secrétaire d'État américain, que la frontière, notre frontière avec les Rwandais est totalement contrôlée par l'armée rwandaise. Le ministre l'a dit, et la force de l'EAC. Les FARDC ne sont pas là. Et comment les FARDC vont planifier une attaque, c'était avec les FDLR. S'il y a les FDLR, les Rwandais sont là pour combattre les FDLR. Et ils sont dans notre territoire, là où il y a les FDLR. Ça, c'est un faux problème. La méthode a changé à quand l'offensive pour libérer la route de Rutshuru. Le gouvernement a signé une note pour demander à tous les services à prêter pour être déployés à Bunagana. C'est tout à fait normal. Toute cette partie-là ne restera pas éternellement occupée. Nous nous préparons pour récupérer notre territoire. Et demander aux militaires à quand l'offensive, c'est trop demander. Puisqu'un militaire ne vous dira jamais quand est-ce qu'il va mener l'offensive. Merci. Mais alors, si je peux me permettre un commentaire sur le sujet, il y a un plan. Je reviens encore sur ce qui avait été prévu à Luanda. On a parlé de cessez-le-feu, on a parlé de retrait, on a parlé de cantonnement, on a parlé de démobilisation. C'est les schémas dans lesquels nous avons souscrit. Et même si le général ne peut pas dire ce qu'ils ont dit, mais ici il y a une option. Celle que nous avons choisie, c'est la voie de la diplomatie qui nous permet, vous venez du Nord Kivu, vous avez été témoin, nous étions là, de la situation humanitaire qui est déjà celle-là. Et donc toute opération militaire, avant que nous, on l'amène sur notre territoire, nous regardons le prix que cela coûte en des vies humaines. Et donc si aujourd'hui nous faisons preuve en face de cette situation qui dure depuis des mois, c'est parce que justement nous pensons que par cette voie-là, on peut atteindre les résultats, mais nous n'attendrons pas indéfiniment. C'est évident. On va prendre la question de Jacques Amboka. Bonsoir Excellence, bonsoir mon général. Une préoccupation, cette situation d'insécurité à l'est du pays date, ça fait plus de 2 décennies aujourd'hui. Massive sur le terrain également, nos forces armées sont en train de tenir bon parce que si on peut se dire que dès que la situation avait commencé, on perdrait déjà cette partie du pays. Est-ce qu'à un certain moment, Excellence le ministre, vous n'arrivez pas à cette conclusion selon laquelle la République démocratique du Congo est seule, n'a pas d'alliés parce que depuis
cette situation avait commencé sur le terrain, abordant presque dans la même direction. Est-ce que vous ne vous rendez pas compte que malgré que vous pouvez avoir des alliés, les armées des autres pays, mais sur terrain, il y a cette réalité qui peut vous pousser à conclure que les forces armées combattent seules, il n'y a pas des alliés, parce que si justement il y avait des alliés, on trouverait déjà solution. Écoutez, vous posez une question complexe, parce qu'évidemment, la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo a commencé, je regardais encore un reportage de France 2 d'il y a des années aujourd'hui, a commencé depuis la période qui a suivi les génocides rwandais, 80. Si on a un bilan, on parle de plus de 5 millions ou millions de morts, mais il y a quand même dans le lot 2 chefs d'État. Mobutu plus tard, ou Kabila père plus tard. Le prix que nous payons est énorme pour une guerre qui a plusieurs facettes. Parce qu'au bout du compte, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que d'intérêts. Et dans ce que, et c'est pas que notre pays était. Par exemple, moi j'ai eu le privilège, quand j'étais parlementaire, de faire partie d'une commission qui a fait l'audit de tout ce que nous faisions à travers la CEPGL. Les Rwandais et les Burundis vivaient essentiellement grâce aux Zaïre. C'est de l'histoire. Et aujourd'hui, tout s'était fait comme objectif de fragiliser les grands Zaïre pour penser qu'ils puissent continuer, qu'ils puissent se construire. Et c'est ce que le Rwandais... Et malheureusement, lorsque le président de la République arrive aux responsabilités, il finit par dévoiler les jeux rwandais parce que lui, il a proposé. Il a proposé, nous étions à Goma, c'était en juin 2021, de faire des partenariats entre États de la manière la plus transparente. Mais la réponse que nous avons eue démontre à suffisance qu'il n'y a pas de ce côté-là un besoin de voir la paix restaurée dans cette partie du pays, parce que c'est la partie qui sert de réserve pour leur économie. C'est bien clair. Mais maintenant, qu'est-ce que nous faisons? C'est cela le plus important. Premièrement, on va couper court à tous les circuits d'approvisionnement frauduleux dans les secteurs de mines. Vous avez vu l'initiative de Primera Gold qu'on a mise en place pour réussir à retracer. Et de ce point de vue, vous avez vu par exemple, il y a un sujet belge qui s'appelle Alain Gotz qui a été sanctionné parce qu'il construit des raffineries d'or dans des pays qui ne sont pas, qui régorgent pas de ressources en or. Donc c'est de l'or qui est pillé ou pris frauduleusement en République démocratique du Congo pour être raffiné de l'autre côté et être vendu. Vous avez vu que depuis qu'on a commencé avec Primera Gold, on a produit plus de kilos d'or que nous l'avons produit depuis les 10 dernières années. Simplement parce qu'il y a un mécanisme de contrôle. Tout ça énerve. Et lorsque de notre part, nous travaillons à la montée en puissance de notre armée, parce que nous avons compris le besoin stratégique de protéger notre pays. On fait une réserve où on veut prendre des Congolais en plus pour être à la disposition de la défense de la patrie. Il n'y a pas de meilleure stratégie que celle-là, parce que nous devons nous assurer la défense de notre territoire pour être sûr que nous exploitons nos richesses en faveur de Congolais. Et ceux qui sont aux alentours, qui se sont construits par des massacres et par des pillages dans l'est de la RDC, ne pourront évidemment pas nous laisser en paix. Mais il faut considérer, nous sommes à la fin du cycle, justement, de ces cycles de pillage, de ces cycles de tueries, de ces cycles de massacres. Et nous pensons que la stratégie mise en place par le président de la République, qui combine à la fois la diplomatie, qui combine à la fois la montée en puissance de forces armées, pourra nous donner du résultat pour assurer non seulement la défense de notre territoire, la protection de nos populations, mais aussi une meilleure production de nos ressources qui répondront à tous les critères de traçabilité. Voilà la réponse. Mon général. Oui, la situation que nous vivons actuellement en Ituri et au Nord Kivu font partie d'un plan concocté par Kigali et ses alliés. Puisque imaginez que
la paix et l'autorité d'État reviennent en Kivu en Ituri, et il y aura un boom économique au Congo. Ça, c'est une évidence. Ce sont des recherches que nous avons faites au niveau des services. Il y aura un boom économique au Congo. Alors, pour la survie du Rwanda, comme régime, comme économie, comme système, il faut maintenir l'instabilité dans ces deux provinces. Et c'est ça la raison de l'agression. Si on ne maintient pas l'instabilité, l'insécurité au nord Kivu, au sud Kivu, le Rwanda, ce sera d'exister comme régime et comme système actuel. Donc, le président de la République, c'est un visionnaire. Il a compris les enjeux. Et il mise sur la montée en puissance des forces armées parce que personne d'autre ne viendra défendre ce pays plus que les Congolais. Tout à fait. Tous ceux qui viennent, ils viennent pour les intérêts, comme l'a dit le ministre. Mais c'est lui qui défendra jusqu'au sacrifice suprême ce grand et beau pays, c'est les Congolais lui-même. Donc la meilleure façon de pérenniser les acquis de l'état des sièges, la meilleure façon de développer notre pays, c'est d'avoir une armée bien formée, bien équipée, bien entraînée. Et cette armée bien formée, bien équipée, bien entraînée, qui monte en puissance, va assurer l'intégrité, la défense de l'intégrité de notre pays, la défense de nos frontières et la protection de nos populations sans qu'on ait besoin de l'apport extérieur. Mon général, je suis resté sur ma soif sur la question. Est-ce que vous ne vous sentez pas seul, bien qu'il y ait des alliés qui viennent les armées des autres pays? Nous ne comptons pas sur les alliés, nous comptons sur nous-mêmes, sur nos propres efforts. D'abord, les autres viennent en appui. Mais l'essentiel de la défense de l'intégrité de notre territoire, c'est nous. Et c'est pourquoi on met tous les moyens, on met tous les paquets et nous nous préparons sérieusement. Et je crois que lorsque le général parle des armées qui viennent en appui, c'est parce que le problème de la sécurité dans l'est de la RDC est un problème régional. On parle des FDLR qui sont rwandais, donc qui constituent un problème de sécurité à la fois pour nous et pour eux. On parle des ADF qui sont ougandais, qui constituent un problème de sécurité pour nous et pour les autres. Et donc, s'il y a eu cette entente pour qu'il y ait toutes ces forces, c'est parce que justement la question de leur sécurité est aussi concernée par la sécurité dans l'est de la RDC. Et donc, toutes ces choses doivent être mises en perspective, mais nous pensons que seules nos forces armées, lorsque le processus en cours pourra atteindre sa maturité, pourront évidemment être en mesure d'apporter toutes les réponses. On va prendre les dernières questions, parce que ce soir, il y a un programme spécial de journal à la RTNC avec l'honorable Colette Chumba. Dans le cas de 50 ans de l'IFACIC, il ne faut pas qu'on grignote beaucoup de temps. On va prendre les questions en série. Donc, une question, on commence par Daniel, Alain Lino, Paul Matendo et notre ami de TV5. On prendra la question en égal à la fin. Daniel, allez-y, s'il vous plaît. Bonsoir, Excellence. Bonsoir à tous les confrères. Ma première question, je la pose au général. Mon général, nous avons vu les rebelles 23 porter la tenue qui porte l'hymne des unités de FARDC ici en RDC, seulement quelques jours après sa sortie. Quelle garantie ou quelle précaution vous avez prise pour que cette même tenue, celle que vous nous montrez aujourd'hui, ne subisse pas les mêmes sorts? La deuxième question, il s'observe aujourd'hui sur les fronts, sur les camps rebelles et les FARDC, les Ouazalendo prennent les devants.
ils combattent actuellement les M23. Mais en combattant les M23, ils commettent des exactions. La population semble être abandonnée. Je ne sais pas quelle garantie vous pouvez donner à cette population qui crie chaque jour, disant qu'ils sont victimes de cette situation causée par les Wazalendo. Monsieur le ministre. Allez-y, terminez. Il vient de Goma, spécialement. Désolé, Goma c'est compliqué avec beaucoup de problèmes et c'est la première fois qu'on a l'occasion. Alors, monsieur le ministre, une partie de l'opposition ne prend pas part au processus électoral. À quel pourcentage vous gagnez la population que les élections sont organisées? Merci. Vous posez la question à la bonne personne, parce que de toute évidence, dans les élections, chacun a sa part de responsabilité. Pour ce qui nous concerne comme gouvernement, nous mettons les moyens à disposition, nous travaillons sur un plan de sécurisation des élections et pour le moment, et c'est toute la sensibilité des sujets que nous abordons, parce que nous tenons impérativement à ce que nos populations des territoires sous occupation dans le Massissi Rutshuru puissent voter, puissent être enregistrées. Il y a déjà au niveau de la CENI des réflexions qui ont été faites sur la manière dont cela va se dérouler et on travaille à créer les conditions de sécurité qui leur permettra. Et d'ailleurs, c'est une interpellation et le président de la République a eu l'occasion de le dire à la sous-secrétaire d'État qui était ici, que si on nous regarde, à la différence des autres pays de la sous-région, on nous regarde comme un pays démocratique et nous y croyons, nous voulons consolider notre processus démocratique. Pour permettre d'avoir des élections inclusives ici, nous pensons que les pays partenaires devraient faire plus de pression pour qu'on applique simplement ce que nous avions convenu à Luanda. Ça nous permettra de garantir les retours de notre administration, le retour de nos services pour permettre à la CENI de procéder aux opérations d'enrôlement. De toute évidence, pour nous, les élections, nous ferons notre part comme gouvernement pour qu'elles se tiennent dans les délais prévus. Mon général, spécialement sur cette question des Wazalendo, parce que tout est entendu, finalement il y a comme un mélange, je souhaite que vous puissiez nous aider sur ces sujets-là. Oui, d'abord, et puis on prendra les autres questions. La question de la tenue, j'ai vu, on m'a envoyé des photos de M23, des combattants M23 qui avaient une tenue, des militaires qui sont en opération, c'est normal. Si, il y a eu quelques désertions, vous le savez, vous êtes dans la région, et aussi il y a, dans les combats, un militaire peut mourir. Et si le militaire meurt, la première des choses à chercher, c'est son arme, c'est sa tenue. Et c'est comme ça qu'ils peuvent s'en procurer. Le problème des Wazalendo, le ministre l'a dit tout à l'heure, nous observons une sorte de cessez-le-feu dans le cadre de ce qui a été convenu au niveau régional. Il y a eu les accords de Luanda, il y a eu les accords de Nairobi, et nous sommes dans le qui-vive, nous observons une sorte de cessez-le-feu, et nous ne nous affrontons pas, en principe, à part quelques escarmouches qui peuvent avoir lieu. Mais les Wazalendo, eux, ils ne sont pas contrôlés par l'armée. Hein? Tout à l'heure, là, j'ai échangé avec le ministre ce matin. Les Wazalendo ont pris les armes à l'époque de M. Laurent Désiré Kabila pour combattre qui? Pour combattre les agresseurs. Et maintenant que les conditions qui ont favorisé leur création reviennent, ils sont dans leur droit de défendre leur patrie. Mais ce sont les exactions, et vous avez suivi qu'il y a eu même des escarmouches entre les FARDC et les Wazalendo sur la route de Kilolurwe, et on a dû récupérer les vaches et arrêter même les quelques Wazalendo qui sont aujourd'hui détenus et entendus. C'est pour dire que nous ne pouvons pas cautionner ces genres d'attitudes. S'ils sont là pour défendre leur pays, ils ne peuvent pas s'attaquer à la population ou au bien de la population. Ça, c'est strictement interdit.
Voilà, merci. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Je m'appelle Paul Matendo. Question générale. Vous avez parlé de la multiplication des forces des groupes armés pendant l'état de siège. Plusieurs sources disent que des sièges c'était prévisible, tout simplement parce que les forces armées sont très infiltrées. Est-ce que vous avez la même impression? Monsieur le ministre, vous avez aussi... Une question, Monsieur Paul Matendo, s'il vous plaît. Une question sous l'angle économique. Vous avez dit que l'un des acquis de l'état de siège, c'est l'amélioration des recettes. Avant quelques jours avant la tenue du forum, le mouvement citoyen Lucha a recommandé au gouvernement de mettre sur pied la politique d'allègement fiscal et de redressement économique pour permettre aux gouverneurs civils et aux opérateurs économiques de récupérer les temps perdus pendant l'état de siège. Ça vous inspire quel commentaire? Merci. Aucun. Merci. Là, nous parlons des acquis de l'état de siège. En entendant que le président de la République se prononce, les téléspectateurs aimeraient savoir quelle a été la tendance dégagée, la majorité. Il y a eu des commissions, maintien, levée ou réqualification. Nous avons l'impression d'aborder, en fait, rencontrer aujourd'hui des différentes commissions, parler presque le même langage en ce qui concerne cette levée de mesures de l'état de l'échelle. Je peux être devant ceux de l'opposition, par exemple. La question est celle-ci. Est-ce que les téléspectateurs peuvent, à partir de maintenant, avoir une idée sur la tendance dégagée? Est-ce qu'il s'agit de la levée de la majorité? Écoutez, je crois qu'il ne faut pas qu'on aille dans la philosophie ou dans les spéculations. Les travaux, d'abord sur cette question de la sécurité, il n'y a pas d'opposition ni de majorité. Il faut que cela soit bien clair. Il faut savoir aussi que l'idée de l'état de siège a été une idée qui est venue de la base parce qu'il y avait un besoin de répondre à un problème de sécurité. Et donc, nous sommes ici dans un contexte où nous voulons construire une solution d'ensemble. Et je vous ai déjà donné la réponse tout à l'heure lorsqu'on dit tout a été destiné au président de la République qui était là à l'ouverture. N'eût été le voyage à Luanda, il aurait été aussi là à la clôture. Il y a des voix des uns qui sont pour, des uns qui sont contre. Ne spéculons pas parce que nous avons ici le président de la République qui a des éléments de ceux qui étaient dans la salle et de ceux qui sont restés en Ituri, dans les Nord Kivu et des compatriotes parce qu'on a associé des gouverneurs d'autres provinces qui peuvent aussi avoir un mot à dire. Je pense qu'ici, la table ronde a eu lieu, les recommandations ont été formulées, attendons la réponse du président de la République. Merci. Merci. Échec prévisible de l'état de siège. Prévisible. Ça, c'est un qualificatif un peu compliqué. Mais c'est selon. Ça dépend de quel camp on se trouve. Il y a des gens qui apprécient les... C'est leur droit. Mais le mal est qu'on s'attaque aux gouverneurs, c'est ces gouverneurs qui ont demandé l'instauration de l'état de siège, alors que son Excellence vous l'a dit, c'est la population à la base qui a demandé ça, et le chef de l'État l'a matérialisé. Que l'état de siège soit là, qu'il ne soit pas là, qu'on reconduise, qu'on requalifie, qu'on supprime l'état de siège, l'armée va rester. Et l'armée va accomplir ses missions. Elle va continuer à accomplir ses missions régaliennes. Et les gouverneurs que vous voyez là, ils n'ont pas fait une demande d'expression, une demande pour être comme gouverneur militaire au Nord Kivu en Ituri. C'est une décision politique, une décision de l'autorité
et l'armée est aux ordres. Le jour que c'est terminé, le lendemain, les gouverneurs feront leurs valises et ils vont faire ça. Ne vous en faites pas. Et si on dit qu'il faut continuer, il faut continuer. Puisque nous sommes aux ordres dépendant de la décision politique. Et le ministre vous l'a dit, nous, en tant qu'homme armé, nous n'avons pas à commenter les décisions politiques. Nous les subissons. Et les commentaires sur la levée, le maintien ou la réqualification de l'état de siège, ça nous importe peu. Nous, notre mission, c'est d'assurer la défense de l'intégrité territoriale des frontières de notre pays, la protection des populations et de leurs biens, point barre. Voilà, on doit terminer malheureusement parce qu'on doit rendre l'antenne. Alain Lino, parce que vous êtes debout, la question à Ningal, on prendra prochainement. Merci. Oui. Comme ça, on termine une fois pour toutes. Merci. Une question au porte-parole militaire des FARDC. Excusez-moi, je ne suis pas contre l'armée, mais je trouve que vous n'avez pas été précis lorsqu'il fallait parler des acquis de l'état de siège. Ça devrait nous prendre toute une soirée, pas seulement neutraliser en nous citant les Égyptiens, tout ça. Alors, vous avez justement parlant des acquis de l'état de siège, vous conjuguez au futur pour dire, pour préserver les acquis de l'état de siège, il faut une armée bien outillée, une armée bien formée, mais s'il y a des acquis actuellement, c'est que l'armée est déjà au point pour faire ce travail-là. Pourquoi parler encore au futur? Non, il faut une formation, une armée bien formée, bien outillée. Je pense qu'elle a déjà ce qu'il faut parce qu'il y a des acquis de l'état de siège. Bon, écoutez, de toute évidence, nous sommes dans un processus où nous voulons régler un problème qui dure une trentaine d'années. Il n'y a évidemment pas beaucoup de temps pour aborder tous les aspects, notamment dans l'amélioration. On n'a jamais autant, par exemple, parlé de la situation en Ituri ou à Béni que pendant l'état de siège. Avant, on n'en parlait même pas. On n'a jamais autant donné de l'attention aux questions, par exemple, de l'approvisionnement de militaires au front, de transport, de la solde, de tout ça, que pendant l'état de siège. Et donc, il y a des choses que vous n'avez pas vues, mais qui ont été faites. Ici, il faut considérer que nous sommes dans une dynamique des reconstructions générales de notre appareil sécuritaire, et que vous avez vu, par exemple, la résurgence du M23 a imposé à nos forces de faire comme une forme de redéploiement des effectifs pour faire face à cette menace. Et c'est cette menace-là, justement, du M23 qui est à la base de la résurgence de certains groupes armés. Parce que les Congolais, partout où ils se trouvent, ils se disent que nous ne pouvons pas ne pas laisser les agresseurs rentrer chez nous. Et donc, nous pensons, dès qu'on aura géré la question principale, qui est celle du M23, les autres questions pourront se gérer plus calmement et plus sereinement. Je pense que le général peut terminer. Et puis on va rendre... N'oubliez pas que les FARDC sont engagés depuis presque 30 ans. Et lorsqu'on est engagé, il y a un degré d'attrition très élevé. Il y a des morts, des blessés, des déserteurs, des gens qui prennent de l'âge. Et il faut renouveler. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Quand on parle de la montée en puissance, c'est un processus. Ça a commencé par la réforme de l'armée. Et aujourd'hui, ça a pris une vitesse de croisière. Je vous ai dit que je n'en dirai pas plus, mais vous verrez les résultats. Voilà, je pense qu'on va terminer cet exercice où on a voulu faire un peu le tour d'horizon. Je comprends la question d'Alain Lirno. Il y a de la documentation qu'on a demandé, qu'on pourra mettre à votre disposition, qui émane des gouverneurs militaires. Ici, nous donnions quelques axes, comme ça vous pourrez vous-même suivre dans la loupe ce qui a été fait. Mais il faut savoir, comme j'ai coutume de le dire, que vous pouvez tout nous reprocher, mais vous ne pouvez pas nous reprocher la volonté de faire différemment. Et pour ce qui concerne les forces armées de la République démocratique du Congo, la fondation a été placée. Nous avons une loi de programmation militaire. Nous avons toutes les initiatives qui ont été prises au niveau du commandement, du haut commandement, donc par les présidents de la République lui-même. Et c'est durant cette période de l'état de siège que nous avons en plus ravivé la flamme nationale à travers la campagne Bendele Koyate ou Défendant la patrie. Jamais je n'ai vu autant
de mobilisation autour de nos hommes en uniforme. Et l'appel du président de la République du 3 novembre en est une preuve, parce qu'il y a eu plus de 20 à 30 000 jeunes Congolais qui ont accepté de s'enrôler dans l'armée. Voilà, nous allons terminer ce soir. Merci, monsieur le porte-parole de l'armée, de vous être associé à cet exercice de redevabilité. Nous espérons pouvoir compter sur vous pour d'autres exercices pour nous permettre de bien édifier nos journalistes et d'éviter les pièges de ceux qui trament des propagandes, des campagnes hostiles à la République démocratique du Congo. Heureusement, avec le président, nous avons démontré, notamment à travers le jeu de la francophonie, que plus rien ne sera comme avant et que les préjugés ne nous ressemblent pas. Nous allons montrer la vraie face des Congolais. Merci à vous et bonne soirée. Merci. Allons au tribalisme. Protégeons notre diversité culturelle. Notre Congo, toujours liboqué. L'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFASIC a 50 ans et le célèbre avec la radio-télévision nationale congolaise. Durant tout le mois d'août, retrouvez des programmes ludiques avec des légendes de la télévision et de la radio formées à l'IFASIC, des journaux parlés et télévisés, l'animation des tranches matinales et d'autres émissions, des activités sportives et culturelles et bien sûr musicales. Rendez-vous le 2 septembre à l'RT, le bal dansant des célébrations avec Zaïko Langalanga, Jano Bombenga et son groupe Vox Africa, Isti Musica et autres groupes surprises. 50 ans d'existence à ce fait, IFASIC, premier producteur des professionnels de médias en RTC. À suivre ce mercredi 16 août 2023 à 20h. La grande édition